2004 à 2005, de RAF à Placotech. Un jour, René Pruneau, quand je travaillais sur le plâtre chez lui, m'avait dit qu'il avait déjà travaillé sur la construction étant plus jeune, étant sableux, mais disait que le monde sur le chantier amenait de la farine pour saupoudrer sur le long du mur pour faire semblant qu'il avait du sable, sablé. Dans ma tête, ça ne faisait pas de sens parce que ma job était importante et pour que les peintes soient capables de peinturer après. Je ne pouvais pas imaginer un tel scénario à moins que les TPE soient assez bons, qu'il n'y ait pas besoin de sabler. Peut-être qu'un édifice à quelque part, anyway, j'avais du mal à croire ce qu'il disait. René Pruneau avait une collection de vinyles qu'il m'a montré quand il voyait que je m'intéressais à toutes sortes de musique, que je jouais de la guitare. J'avais montré Pay the Man de Offspring sur la guitare et Alexandre avait dit qu'elle aimait ça. J'ai fait une séance gratuite de réflexologie à Alexina pour ses pieds. Elle était allongée sur le divan et j'étais en parfait contrôle de la situation. Nous devions avoir un chaperon par contre en tout temps. À la fin du massage, ses jambes étaient toutes molles. Et le nom de famille à Alexina était son deuxième nom. Son nom du milieu était Bérangère, qui est comique. René Pruneau m'avait montré son album de Pink Floyd, My Cold Field, qu'il appelait My Cold Feet, et Tubular Bells, Yanni, Chariots of Fire et Vangelis. C'était des vinyles. J'ai acheté Tiesto in Concert en DVD et on l'écoutait chez eux, moi et Alex et Talia. Les parents disaient qu'au repas, il fallait le mettre sur pause, que ce soit du François Pérusse ou n'importe quoi d'autre. Alex me disait que de mettre un CD sur pause allait le maganer le CD. J'étais comme non, puisque j'avais étudié comment ça fonctionnait les CD. Je m'installais souvent sur le divan couché et des fois seul dans le noir pendant que j'écoutais les sons venant de la cuisine. René chantait du Plastique Bertrand. Je m'arrête ou je continue. Stop. Ou encore, encore. Il m'avait fait écouter du Manu Chao. Manu Chao. Que voy a hacer, ta, 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 ta. Voy a tomar mi corazón. C'est aussi chez les Pruneaux que j'ai vu pour la première fois un bout de spectacle Allegria du Cirque Soleil. René imitait les marionnettes de Fusée XL5 qui parlaient pas en même temps que leur bouche, et c'était drôle, avec des ficelles au bout des bras. Il y avait un gars qui était assis en chaise roulante qui venait chez lui des fois. Le gars en question était bête avec le monde qui essayait de l'aider. René lui disait pour le réconforter. Hey, dans le paradis, on se tape une course. Alexina disait que Billy avait un défaut d'application puisqu'il avait commencé à perdre ses cheveux et s'était rasé le coco, mais avait une bosse sur la tête. Billy tripait sur les chars montés. Il avait une Honda Accord et il avait la réputation d'avoir énormément de torque dans son char. Il me l'avait montré une fois et effectivement ça clenchait. Il y avait un 4 roues qui clenchait aussi. Il me l'avait fait essayer aussi. Beaucoup de torque. On allait prendre des molles au par nature à l'occasion en été. La crème glacée aux framboises était écœurante, dans le bon sens, et était de santé aussi. Je me souviens qu'Alexina quotait les phrases de Pingouin dans le film Madagascar. Smile and wave, boys, smile and wave. Je ne catchais pas trop ses jokes, ses quotes. Aussi, elle quotait le cri de l'orignal dans François Pérusse. Ça non plus, je ne catchais pas vraiment. Mais je trouvais ça sexy, son son. Quand j'allais chez les Pruneaux, il avait fait des rénovations et m'avait pris pour le plâtre dans la cordonnerie pour faire les chambres au sous-sol. Abel avait essayé mes béquilles. J'avais dit aux parents Pruneaux qu'Abel en anglais voulait dire able, ce qui veut dire être capable, et eux ont aimé ça. Je me souviens qu'une fois, Michel Gosselin nous avait posé, moi et Alexina, sur des sièges dans un hall, dans un mariage. Nous avions levé les mains comme un hold-up pour la photo pour montrer qu'on se touchait pas. Michel Gosselin disait qu'il aurait aimé ça grandir dans la vérité pour avoir des belles valeurs comme nous. Il nous disait chanceux. Le père à Alexina était cordonnier et je lui avais demandé de me faire un gant en cuir pour le poignet, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Mon poignet gauche quand je tapais.
À un party dans une maison, moi et Alexina sommes restés les derniers sur la piste de danse. Et on dansait la danse à Thalia que Thalia nous avait montrée. Celle où tu frappes les pieds de l'autre et l'autre en miroir. On était tous trempés de sueur. Puis ça, c'était assez intime. En revenant, on écoutait l'album Tiesto, Diana. Mes parents avaient installé un déshumidificateur au sous-sol qui se remplissait à vue d'œil. Ils avaient condamné la porte qu'il allait dehors pour la remplacer par une corde de bois. Mais euh, mes parents ont déménagé dans l'ancienne chambre à Daniel et la chambre bleue est devenue le salon. Patrick a déménagé dans la chambre blanche. Donc, beaucoup de rénovations chez mes grands-parents. Raphaël était tellement cool et nous invitait à faire des sorties écœurantes. Par exemple, il nous avait amenés à un lac où il y avait une liane pour sauter dans l'eau. C'était vraiment cool. Pas trop mon truc, mais j'avais essayé. Raphaël était super bon nageur. En revenant, nous écoutions des compiles trends avec les pieds qui sortaient par la fenêtre. Et oui, effectivement, j'ai essayé la liane pour sauter dans l'eau, euh, me faire soigner jusque dans l'eau. Raphaël, en joke, faisait semblant d'être handicapé et Alexina trouvait ça drôle. Il disait que le monde l'appelait Raphaël le lépreux, ce qui était drôle aussi. Il disait qu'il s'était fait teindre les cheveux par Mia, qui étudiait la coiffure, et il disait que c'était sorti roux. Je ne trouvais pas les jokes de roux très drôles, comme je suis un peu roux, mais pas vraiment. Une fois, c'est quand Resident Evil 2 est sorti après la réunion, Raph avec d'autres sont allés voir le film. Moi, j'étais comme, non, c'est un film violent de zombies. Dans ce temps-là, il faisait des films avec des jeux vidéo, et les jeux vidéo, c'était à la mode. Il avait fait aussi un remake de Tomb Raider avec Angelina Jolie. Mais moi, ça m'a déplu, parce que ces films à Angelina, je te parie qu'elle n'avait jamais joué au jeu. Aussi, j'ai été voir le film Le Village avec Raphaël Lebreu. C'est quand le film Spider-Man est sorti, Martin est allé le voir avec les Laflamme et il est retourné une deuxième fois tout de suite après parce qu'il a tellement aimé. Euh, je suis allé au massif de la Petite Rivière Saint-François une fois avec Jean-Philippe Contier. Dans ce temps-là, il y avait des films, le massif de la Petite Rivière Saint-François. Je me rappelle, il y avait une espèce de grosse côte à monter, puis j'écoutais Offspring, mes albums de Offspring dans la côte. C'est vraiment une belle place à aller. Je recommande le massif de Petite Rivière Saint-François, c'est super beau. Dans ce temps-là, il y avait des films comme la trilogie de Spider-Man et les films de Pirates des Caraïbes que j'allais voir seul après l'ouvrage à Star City ou à Cinéplex Odéon. Donc j'allais voir beaucoup de films en solo. Alexina portait souvent un chandail turquoise de manches longues et bleu pâle ou un t-shirt rouge avec des jeans. Elle avait le teint foncé et les cheveux longs brun qui lui donnait un air de Halle Berry, Jennifer Lopez ou Beyoncé. Les pruneaux aimaient particulièrement les films français comme Les Visiteurs. Moi, je trouvais ça poche. Il avait accueilli Marc Béchade, un ancien mari l'ancien mari à Monique, et aussi excommunié. Marc bouffait des feuilles des plantes de plantes de maison. Ils écoutaient un film sur les bombes nucléaires avec des vrais tests qu'il avait enregistrés vers le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et les gars étaient tout impressionnés. René disait, les humains, ils l'ont fait trembler la terre, citant presque un verset biblique pour montrer que nous étions dans les derniers jours. René réussissait à faire un 360 degrés avec sa langue. Et ça faisait joke de sexe facile. Je me souviens d'avoir essayé aussi. Alexina aussi était capable. Et j'avais réussi aussi. Les pruneaux avaient accueilli Dave. Dave, c'était le fils d'une famille qui étudiait, sûrement avec David Russell, pour devenir témoin de Jéhovah. Et on l'avait impliqué un peu dans la gang. Et il avait une sœur qui s'appelait Marie. Je crois qu'il y avait des cas de violence domestique avec son père ou truc du genre. Anyway, avec Marie dans le genre, je me souviens que je la transportais et je lui avais dit que je m'étais tellement entraîné que je pouvais déboucher une bouteille de bière avec mon cul. Et je me trouvais drôle. Il y avait eu une corvée chez les pruneaux aussi. Et comme on était plusieurs, nous avons fait une chaîne humaine. Comme nous faisions en famille quand on amenait le bois de chauffage. Pendant
les fêtes sur les plaines les plaines d'Abraham avec le festival d'été. Il y avait plein de shows cool. Comme je travaillais pas loin, il arrivait que j'allais jeter un coup d'œil au spectacle, même si j'étais si j'étais seul, mais des fois j'y allais en groupe pour le festival d'été de Québec. Il y avait Manu Chao, je suis allé voir Linkin Park avec Samuel. Samuel aimait pas ça. Il s'est éloigné. Il y avait Billy Talent, je suis allé avec Anton et Simple Plan en même temps. À Simple Plan, c'était vraiment bien, on sautait, c'était malade. Le soir, au show de Billy Talent, le chanteur, le son était super fort, le chanteur était en bedaine et gueulait. Et ça a été cool quand même. Je me souviens que le chanteur disait les filles à Québec sont belles, mais on ne touche pas. On n'a jamais touché aux filles. On fait juste regarder. Anton avait botté le cul de quelqu'un devant lui. J'avais su que je me demandais pourquoi il avait fait ça. Je me demandais pourquoi il avait fait ça. Parce que c'était agressif, pour aucune raison. J'allais préparer la sono au Colisée avec mon oncle. Mon oncle était électricien et je pouvais aller l'aider avec ça. Une fois, nous sommes restés à une construction de salle jusqu'à vers 10h du soir, passer les fils dans le plafond et puis pour les micros et tout. Mais habituellement, en construction, je faisais le tape. Je me souviens qu'une dame voulait la prendre et je lui avais montré. La scène ressemblait presque au film Dirty Dancing 2, où je me frottais sur elle avec les couteaux avec les mains pour la guider. Je n'étais pas intéressé à elle, mais je faisais m'amuser avec la séduction pour niaiser. Elle était plus vieille de toute façon. J'avais fait une construction avec Anton aussi. Je l'avais suivi jusque dans les toilettes et c'était drôle parce qu'on continuait à converser alors qu'il était sur la bolle. Coldplay commençait à être populaire dans le temps et Anton aimait ça. Moi, je trouvais ça moyen, mais je me souviens d'en avoir écouté entre Québec et la Pocatière. Une construction, parce que c'était 2 heures de route pour se rendre chez Anton. À une construction, c'était le père à Kez qui était responsable des tireurs de joint. Il était vraiment incompétent, il était vraiment slow, avec un accent anglais, puis le plot était un désastre sur cette job-là. À un autre job, nous avions dormi dans une roulotte sur le plancher après notre journée de travail, et il y avait des aurores boréales. C'était moi avec Anton, puis d'autres personnes, les amis Anton. Qui étaient 2 frères. Je me perdais souvent quand j'essayais de trouver une adresse aux alentours de Québec. Le plus loin que je suis allé, c'était à 1h30 de chez moi, de route, et j'écoutais les grandes gueules au retour des fois. Je me souviens qu'il y avait Marie-Mé qui avait fait une interview. Le prix du gaz montait continuellement en flèche et c'était obscène. Mais la Jetta diesel au moins ne coûtait presque rien en gaz, mais ça me faisait capoter quand même quand je voyais que le gaz montait à 1 pièce et 20. Il avait passé je pense, de 80 cents à 1 pièce et 20. Je faisais du 40 000 au gallon, je pense, avec la Jetta. J'ai acheté la Jetta, elle avait un kilométrage de 120 000 km environ, puis on l'avait monté à plus que 350 000 km. Mais elle fonctionnait toujours. Une autre fois avec JP Gontier et Nicolas Doyon. En passant, j'ai fini de la payer, cette Jetta-là, pas longtemps après que je l'ai vendue. Avant que je l'ai vendue, je veux dire. Quand j'ai fini de la payer, je l'ai vendue. Une autre fois avec Jean-Philippe Gontier et Nicolas Doyon, j'avais fait le portage. J'ai finalement été avec Quentin aussi pour le portage. Le portage, c'était de faire du canot, beaucoup de canot, de faire du camping, canot camping, de transporter le canot aussi, puis on avait faire un feu de camp, puis manger dehors sur le feu, se faire cuire notre bouffe. Je me souviens qu'on était tellement déshydratés en revenant que je buvais l'eau du lac à la fin, sans la purifier.
Nicolas se faisait manger par les moustiques et il était assis là à bouger, sans bouger, il se laissait piquer. Il y a tellement de moustiques. J'avais travaillé à Habitech, aux maisons préfabriquées à Saint-Joseph. Quand ils ont su que je savais taper, je suis sorti de la shop et je suis allé sur le tape. Ouais, parce que travailler dans le shop, c'est pas ce qui est le plus intéressant non plus. Donc, il y avait un tireur de joint aussi qui était dans les maisons préfab dehors. Et puis, il y avait des tireurs de joint justement qui travaillaient sur les maisons. Un coup qui était fini de stocker. Ça faisait différent des États-Unis parce que aux États, je travaillais avec le Durabond, mais là, au Québec, c'était du tape. C'était pas du mesh tape, c'était du vrai tape. Donc, il y avait 3 couches. Euh, et la première couche était au tape. Il y avait certaines personnes qui disaient je fais tout à la truelle comme si c'était mieux que. Comme si ça faisait un meilleur job que d'autres choses. Que d'autres. J'avais resté là, un soir dans un building, dans une maison préfab. Et j'avais écouté un CD du concert de Tiesto en MP3. Il y avait plusieurs fichiers MP3. C'était un super long concert. Il y avait un gars qui était venu me voir dans ce temps-là. Et comme j'étais témoin, j'écoutais les contacts avec les gens du monde, mais je savais pas socialiser non plus tellement. Ce gars m'avait dit qu'il avait travaillé 20 ans dans la shop, mais que son rêve c'était de faire ce que je faisais. Je m'étais senti bizarre. Parce que pour moi, ça valait. Bah, oui, j'avais travaillé fort pour me rendre là, mais c'était plus mon père qui m'avait aidé à avoir ce job-là. Je voulais pas faire de jaloux non plus. Donc, ça m'a mis dans une position awkward. Martin, à Montréal, s'était fait une amie qui s'appelait Sarah. Mes parents avaient peur que Martin triche sur Mélanie avec elle. Il était resté tard le soir ensemble, juste leurs deux, à parler, pendant que Mélanie pleurait. Je suis allé avec Sarah au 13 Amigos au centre-ville de Montréal. Il faisait froid. Sarah, elle avait un autre ami aussi, des témoins. Puis, c'est ça, je visitais la congrégation à Martin dans ce temps-là. Puis, il faisait super froid. Puis, Sarah avait dit que pour s'orienter, il fallait suivre l'édifice avec un gros cul. C'est ça. Martin, quand j'ai été la voir, m'a partagé son désespoir, comme quoi la vie n'était pas facile pour lui. Il devait aller faire des ménages, ça lui tentait pas. Il animait le rendez-vous de service. Il était pionnier. Je suis allé dans le service aussi avec lui, avec ses amis là. Il faisait du lavage de vitres aussi pendant un moment. Aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais il faisait plus de cas de travaillait plus dans les ordinateurs, j'imagine. Avant qu'il se marie, Martin nous disait que le gardien ou le beau-père à Mélanie les surveillait constamment pour voir si elle faisait des trucs sexuels et les blâmait sans preuve. Martin voulait l'amener ailleurs que dans cette maison. Elle avait un père Soulon qui était sous le matin et ils ont déménagé à McMasterville, près de Nathalie. Et aussi, ils ont resté à Marieville. Et puis, on est allé les voir à Marieville. On les a aidés pour le déménagement. Et puis, ils étaient juste en face d'une église. Donc, 2006 à 2007, fréquentation d'Alexina. Ok. À un moment donné, j'ai essayé de travailler pour Habitech, une compagnie de maisons préfab à Saint-Joseph. J'étais content de ne pas rester à travailler dans la shop avec les autres et je pouvais être indépendant et travailler le tape. Et c'était 3 couches. Aux étages, j'étais habitué avec 2, et le mesh tape et le Durabond 90 qui sèche à 90 minutes. Le plafond était en 45 degrés d'angle et c'était pas évident à faire par contre. Et en plus, à Saint-Joseph, ça sentait le purin dehors. C'était difficile à respirer à cause de l'odeur.
À un moment donné, quand je travaillais le soir, j'avais mis mes mix de Tiesto pendant la job. Il y avait un travailleur qui était entré, était venu me parler. Il m'a dit que ça faisait 20 ans qu'il travaillait dans la shop et que c'était son rêve d'être un tireur de joint comme moi. J'avais l'impression de faire des jaloux et c'était la dernière chose que j'aurais voulu quand j'ai choisi d'être tapeur. Je m'étais juste dit, bah, fais-le. Je me souviens que quand je sortais avec Alexina, je m'étais baigné. Aussi, j'avais des rôles, des responsabilités dans la congrégation. Je lisais à l'étude du livre. Je passais le micro, j'étais à la console en arrière, je faisais des discours. Donc, j'étais quand même assez bien impliqué dans les témoins de Jéhovah. Je manquais jamais de réunion. J'étais là, même quand il y avait personne. Même si quand on était un petit groupe à l'étude du livre. Puis ça me passionnait d'en connaître plus sur les prophéties, tout ça. J'étais très intéressé. Je me souviens que quand je sortais avec Alexina, je m'étais baigné chez eux. Il y avait du sperme dans l'eau alors on s'était collé. René me demandait c'était quoi. Se demandait c'était quoi. Alex était vraiment hot et je me souviens que sur le divan, je lui avais dit que ses seins étaient comme des oranges et elle m'avait mis les oranges dans les mains. Bon, à cette époque-là, on fréquentait. Son costume de bain était super sexy. Quand je descendais les marches, je me souviens qu'elle mettait ses mains sur mes épaules et trouvait que j'avais des épaules sexy. Je me souviens qu'elle m'a dit ça. Mais en réponse, je lui avais dit non, je deviens bossu à cause de la construction. Parce que je ne savais pas accepter les compliments. Chez les Pruneaux, on avait écouté The Notebook, Le journal d'une princesse avec Anna Hathaway, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, L'île, etc., etc. On écoutait souvent des films la fin de semaine. Pendant qu'on fréquentait, on pouvait s'accoter un sur l'autre, moi puis Alexina. C'était jamais moi qui choisissais le film, par contre. J'avais loué une fois le film Hitch avec Will Smith pour regarder chez les Pruneaux, mais ses parents m'avaient dit que le film représentait la mentalité du monde, de Satan et sa superficialité. Et donc, on ne l'a pas écouté. Et pourtant, on écoutait des films très violents et vraiment pires. L'île, c'est assez horreur. Ouais, j'écoutais beaucoup de trucs bizarres dans ce temps-là. C'est aussi en 2006 que YouTube est devenu populaire. Et j'ai découvert Canon Rock avec Jerry C. et Fun2. Et ça m'a découragé de jouer de la guitare car je me disais que je n'allais jamais être aussi vite sur la guitare. Et j'ai commencé à apprendre le piano un peu. Puis j'avais comme but d'apprendre les tunes de Final Fantasy au piano. Final Fantasy 7, j'ai commencé à apprendre le Iris Theme. Avec Claude, il fallait que je mette une achafaudage pour le cage d'escalier. Alors, je traînais ma poutre rétractable en fer et une échelle. Il y avait une plus petite échelle que je pouvais monter pour la cage d'escalier et ça me stressait à chaque fois car j'avais peur des hauteurs. C'était à 20-30 pieds du sol. Je me souviens que Megan se faisait garder par Claudette et elle n'arrêtait pas de crier. Je suis allé en bas chez Claudette un peu. Nous avons écouté La petite maison dans la prairie ou un truc du genre. Elle voulait aussi que je lui montre comment opérer l'ordinateur pour le logiciel pour apprendre l'espagnol que j'avais téléchargé. Je lui ai montré un peu, mais ça prenait beaucoup de temps parce qu'elle n'était vraiment pas vite sur l'ordi. C'était choquant tellement qu'elle était pas vite. Et elle me remerciait gros de lui avoir montré par contre. Elle disait que c'était super précieux qu'est-ce que j'avais fait. Je trouvais pas qu'il y avait nécessairement quelque chose, rien d'exceptionnel à aller chez eux. Je me souviens que quand j'étais parti, elle venait s'occuper de mes plantes et de mon chat dans mon appartement, dans mon logement. Elle avait apporté des plantes pour embellir la place, j'imagine. Moi, j'étais pas au courant dans ce temps-là. J'étais nouveau à la vie d'appartement, donc je savais pas, je savais même pas comment faire le ménage chez moi. Mais je nettoyais la litière, je faisais mon lavage, je faisais ma cuisine quand même. Euh, il y avait aussi des compilations pour les cartes. Je me souviens aussi qu'en arrière, il y avait une trail que des fois je pouvais aller prendre des marches. C'était un peu dans le bois.
Il y avait aussi des complications avec les cartes. Et papa me traînait à Portland, Maine pour faire un voyage aller-retour. Mais rendu là-bas, on s'est rendu compte que c'était pour rien et ça m'a fait capoter. J'allais visiter mes parents à la fin de semaine et je les voyais aux réunions. J'aimais ça y aller et je m'assoyais sur le divan et on jasait. Ma maman me posait des questions. C'était l'interrogatoire. Elle me portait beaucoup d'attention pour voir comment j'allais. Puis c'était bien. J'étais bien traité. Je pouvais relaxer, aller sous les jeux vidéo, puis faire comme chez moi, parce que c'était chez moi. Le reste du temps, j'habitais en haut chez Claudette, ma grand-mère. Et j'avais mon ordi où j'écoutais mes séries télé de Stargate, Lois and Clark, Hercules, MacGyver. J'avais des gros divans bruns avec mes guitares. Je jouais de la guitare quand même assez intensément, hein. Même, j'apprenais des tunes de Adam et Ève, je me souviens, de Caïn, Adam et Ève, sur la guitare acoustique. J'étais plus sur la guitare acoustique, je pense, à ce temps-là. En hiver, quand j'étais pour Claude Poulain, j'étais sur le chômage, alors j'avais beaucoup de temps. Je le passais à jouer aux jeux vidéo. Il m'arrivait d'être pionnier aussi, au gros froid. Je me suis acheté un Nintendo Wii et j'ai joué à Twilight Princess, le nouveau Zelda. J'expérimentais avec plein de jeux. Sonic, par exemple. J'ai joué à Nox sur l'ordi, Warcraft 3, un jeu de Star Wars où tu fais des choix. Et dépendamment des choix que tu fais, tu deviens un Jedi ou un Sith. Des fois, je mettais des mix et dansais tout seul dans la cuisine en sautant. J'écoutais du lounge et Buddha Bar, musique sexy. En arrière de la maison, grand-maman jardinait. C'était plein de fleurs. J'avais un lit double avec un miroir au plafond et entendais passer les camions dans la 127e rue. Là, c'était ça ma rue, la 127. L'épicerie était au coin en bas. Euh, C'était un moment qui venait faire le ménage. C'est que dans mon appart, j'avais l'ordi à moi tout seul et j'ai été tenté d'écouter de la porno. C'était facile d'en télécharger en torrent sur The Pirate Bay. J'avais commencé par écouter des cris de jouissance, puis je voulais voir une femme qui se masturbe. Dans la marge, il y avait des filles sexy et je me suis laissé tenter. Je me masturbais plusieurs fois par jour, mais je ne jouais pas aux jeux vidéo. Ok. Caution, c'est prendre la censure dans cette partie. Parce que je parle de porno. Un jour, j'ai voulu savoir c'était quoi du hardcore porn. Les filles étaient mineures et fumaient du pot et étaient pénétrées par un vieux. La fille d'à côté était jalouse de celle qui se faisait pénétrer. Il y avait des filles qui se faisaient intuber et mettre de l'eau dans l'anus et leur sortait par la bouche. Et pendant que le vieux se faisait sucer, il disait yeah, c'était extrêmement troublant. Oui, j'ai vu beaucoup de trucs assez troublants en porno en ligne. Et en plus, les filles, après, remerciaient leur abuseur. Et on leur disait qu'elle était libre de partir et d'arrêter quand elle voulait, mais elle refusait, ils continuaient. Je me demandais si ces filles, c'était quoi leur avenir, ces filles, est-ce qu'ils survivaient? Parce qu'ils étaient comme toi et moi. Certaines étaient belles, étaient juste non, comme tout le monde. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse de quoi pour protéger ces filles de se faire exploiter sexuellement. Et le fait qu'elles remerciaient leur abuseur m'a fait penser un peu à notre mentalité en tant que témoin de Jéhovah, où on se voyait comme étant le peuple le plus heureux, et puis qu'on se forçait à sourire, que je voyais des sourires en plastique autour. Je me souviens que quand il y avait un inspecteur sur le chantier, il nous disait de cacher les béquilles dans une garde-robe et de sortir par la fenêtre parce qu'en théorie, les béquilles sont interdites par la loi. Il y avait une formation obligée à prendre de plâtrier. J'en savais beaucoup plus que le prof. C'était avec le syndicat québécois de la construction, je pense, ou de quoi du genre. Je faisais affaire avec la CCQ pour avoir mes cartes. Je voulais avoir ma carte d'apprenti. En fait, j'avais mes 6000 heures, mais j'étais incapable d'avoir
mon salaire qui va avec. J'étais apprenti de deuxième année, je pense, au max que je suis allé, mais j'avais les heures d'un compagnon, donc j'étais beaucoup meilleur qu'un apprenti de deuxième année. Ouais, j'étais payé apprenti de deuxième année. Pour le prof de plâtrier, c'était vraiment facile. L'examen, c'était de faire un garde-robe. Je me souviens de cette classe-là. Il y avait un gars à l'arrière qui disait à quoi tu penses? Est-ce que tu es en train de penser à l'argent que tu vas faire? Il y avait des personnes en avant qui chantaient je ferme les yeux, je ferme les yeux. Et c'était. Je me souviens de m'être demandé comment le prof avait fait pour avoir ce job-là, parce que je trouvais que c'était un job assez facile. Plutôt que la job tough de aller dans les chantiers puis de travailler. Fait que on nous présentait les outils de travail, choses que j'étais vraiment familier avec. Puis je faisais une meilleure job que le prof. Fait que, euh, les filles témoins, quand elles regardaient pour un mari, elles cherchaient quelqu'un de spirituel. Donc, il serait hors de question de sortir avec moi si je n'étais pas baptisé et pleinement spirituel, et donc pionnier ou à faire des constructions de salles et à être impliqué. J'aurais voulu faire beaucoup plus de progrès, mais je n'arrivais pas à avoir les opportunités. J'aurais aimé ça être dans un drame, par exemple, à une assemblée, ou être ancien. C'est ce que je disais quand j'étais jeune, je rêvais d'être ancien. Et je voulais être pionnier, et c'est important pour moi de mettre le service à Jéhovah à la première place. Mais c'était aussi que les femmes dans la congrégation étaient enseignées qu'elles devaient choisir un mari qui était spirituel. Je jugeais même mon père qui était pas impliqué à 100% vu qu'il avait sa job en construction. Je ne voulais pas être une personne tiède. Je me voyais un peu comme Jacob qui travaillait pour Rebecca. Alain était un gars dans dans la quarantaine qui était plâtrier, nouveau recrue de Placotec et voulait apprendre le tape. Je voyageais avec lui. Un jour, il m'a dit que je ressemblais à une fille. J'ai trouvé ça malaisant. Est-ce que ça voulait dire qu'il me trouvait attirant sexuellement? Je voulais surtout pas faire efféminé, alors je me donnais un air tough. Claude Poulain avait des jobs, des fois d'acrylique, une sorte de revêtement extérieur style stucco, avec des petites pierres qui étaient mises sur du styrofoam. Une fois, nous étions plein de personnes en même temps pour tout faire vite vite. Les finies ressemblaient à du ciment. Ça, c'était dans le bas des maisons où il y avait des plafonds aussi. Il y en avait un plafond, justement, qui était particulièrement pénible à faire parce que ça coulait partout, parce que c'est pas comme du plâtre, c'est beaucoup plus liquide. Et j'avais su que c'était pour Claude, c'était plus payant de faire ça. Après qu'on ait fini la job, je me souviens que Claude avait dit pour nettoyer les outils, c'est comme envoyer une shot de sperme à sa femme pour laver ses parties génitales. J'ai trouvé ça dégueu. Claude, une fois, il y avait une mouche qui virait autour de lui, puis il disait je vais la manger, la mouche. Et puis, pas pour. Claude aussi, il courait, il disait qu'il allait s'entraîner, courait de sa maison jusqu'à Beauceville. Puis il avait perdu beaucoup de poids parce que il s'entraînait à la course beaucoup. Euh, il avait installé ces trucs-là en acrylique, justement sur sa maison. Il disait qu'il était le king de la rue avec ça. Quand j'allais chez eux, parce que je passais souvent chez eux après la job, des fois pour whatever, de la paperasse ou whatever. Ben c'est ça, je me souviens de la rue que je prenais pour y aller. Euh, et quand j'allais chez eux, ses enfants étaient toujours très bruyants. Son bureau était au sous-sol et il travaillait jusqu'à tard même après la journée de travail.
Il y avait un truc avec le plâtre de Paris aussi, c'était que tu fais une piscine ou un beigne et tu ajoutes de l'eau au centre, puis tu mixes et appliques. Ce plâtre sèche hyper vite, ça devient très dur. On s'en sert pour patcher les gros trous. Nous avons aussi fait une job dans le Vieux-Québec, mais il y a des lois pour faire préserver les vieilles structures. Ouais, c'était le fun d'aller dans le Vieux-Québec. Avec Placotech, on m'envoyait souvent faire des condos neufs à Québec, à Saint-Romuald, je pense. Il y avait des fois des trucs à la traîne sur des planchers qui étaient embêtants, et puis avec les béquilles et les plafonds. C'est surtout dur à faire et surtout assembler les cages d'escalier sont dangereuses, etc. Ouais, les planchers sont pas toujours propres, sont pas toujours ramassés. Les jobs sont pas toujours bien setés. Euh, il y avait un apprenti plâtrier de troisième année qui travaillait pour Claude Poulain aussi, que je voyais des fois, il disait que Renaud était trop myope et parlait tout seul dans son logement. Il me parlait de l'ordre Abekaros, un DVD qu'il me recommandait et m'avait prêté. Il voulait que j'apprenne plus là-dessus, et ça ressemblait au Temon Java. Euh, ouais. Il travaillait à la seringue. J'avais déjà essayé la seringue, mais je n'avais pas aimé. J'avais aussi essayé le shitbox. C'est que tu mets ton plâtre dans un compartiment et le rouleau de tape passe là et donc ressort avec du plâtre. C'est pas pire pour les coins, mais encore il faut avoir la bonne consistance de plâtre, sinon ça donne des coins ronds. Si le plâtre est trop dilué, ça ne marche pas non plus. J'avais déjà rencontré un gars qui utilisait la shitbox, je sais que ça s'appelle pas de même, mais il était le tapeur, le plus vite que j'ai jamais vu de ma vie. Je lui ai parlé un peu et il me disait qu'il tenait le gaz au fond tout le temps. Mia étudiait pour être coiffeuse. Elle faisait un DEP. Elle me coupait les cheveux et ceux à grand-maman aussi chez mes parents. Elle avait aussi fait la remarque comme quoi j'étais sexy quand je revenais de la job le soir. Elle disait que j'avais les cheveux épais et que j'aurais une belle chevelure longue si je me les laisserais pousser. J'étais toujours mal et gêné quand je me faisais couper les cheveux. J'ai toujours, même quand c'était Claudette qui me coupait les cheveux, même chose. J'ai toujours eu un malaise quand je me fais couper les cheveux. Je n'ai jamais aimé non plus les cheveux, à quoi ça ressemble un coup qui sont coupés. Euh, je disais que mes cheveux, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Mais je pense que Mia a trouvé ça harsh comme commentaire. Je me suis senti mal. L'apprenti de troisième année lâchait souvent des gros whacks en travaillant. J'avais envie d'apprendre à être confortable à crier en public. J'avais essayé un peu. Une fois, j'étais sorti courir sous la pluie et je criais, je faisais cingler, mais j'avais envie de sortir de ma coquille. Il y avait un tapeur d'à peu près mon âge, à ne pas faire en passant. Il y avait un tapeur à peu près mon âge avec qui je voyageais, qui travaillait des fois avec Renault. Ouais, à peu près mon âge, oui. Et il travaillait avec Renaud des fois, mais le plus souvent seul. Renaud était le plus expérimenté. Renaud m'avait parlé qu'il avait essayé de joindre les Amish quand il était plus jeune. Il me disait qu'il aurait aimé devenir témoin de Jéhovah pour les belles filles. Il disait aussi que ma mère était hot. Je trouvais ça malaisant. Ma mère le connaissait et de quand il était jeune, elle disait qu'il mettait des grenouilles dans le tordeur à linge. Je lui avais fait écouter l'album des trois accords, le Gros Mammouth, je pense. Et je les ai aussi vus en spectacle et j'étais étonné comment il était bon. Tu es tellement beau avec ta moustache, hawaïenne, Saskatchewan. Tu m'as pris ma femme. Je me souviens qu'à un party, Mia faisait du headbanging sur la tune hawaïenne. Elle disait qu'elle aimait cette tune à cause que les gars semblaient avoir du fun. Keziah s'est mariée avec Fred. Déjà que les mariages et parties étaient devenus rares en étant jeune, on voulait rencontrer d'autres jeunes et de d'autres congrès. Et quoi de mieux qu'un mariage? Je me disais que j'espérais que la musique aurait été bonne. Non, la musique était vraiment plate. Ça m'a fait capoter et je n'étais pas le seul. Donc, j'avais pas envie d'aller danser sur cette musique. Moi, Billy et Alexina et d'autres jeunes sommes allés dans ma voiture pour écouter du Darude et mes compiles de musique, de dance.
Je me souviens d'avoir été voir Our Lady Peace à Québec, dans une salle super cool. Il y avait joué des tunes de leur nouvel album Gravity et aussi 4AM et Clumsy en version acoustique. Rain Maida avait monté sur les estrades et en sautant, il se tenait en équilibre sur les rangs dans les breaks de la tune. Valérie et Véronique Giroux étaient là aussi et ils disaient que le chanteur était beau. Anton était parti au Honduras rejoindre les filles. Christina, Mia et Alexina là-bas, et aussi Alexis. Anton fréquentait Christina. Quand il est revenu, je suis allé chez eux et il m'a montré des photos de lui et les deux filles sur la plage au coucher de soleil. Photos super romantiques et ça m'a rendu fou de jalousie. Je me suis dit qu'il se vengeait pour la fois où je lui avais dit tu lui pogneras une fesse de ma part en parlant de Christina. Mais j'aurais tellement voulu être là. Quand Alexina est revenue du Honduras, moi et René et la famille sommes allés la ramasser à l'aéroport. C'était l'hiver et nous nous sommes perdus et la voiture a arrêté de marcher. René avait pris une chandelle dans sa voiture, avait une chandelle dans sa voiture dans ces cas pour créer de la chaleur. Il s'est mis à prier pour trouver une solution. On a finalement trouvé comment aller à l'aéroport. Puis on a ramassé Alexina. Nous avions organisé un petit party j'étais vraiment content de la revoir. Nous avions installé des chaises en rond autour d'une pièce. C'était à Saint-Joseph. Après la soirée, Alexina m'a donné son journal de voyage, près de la porte dans l'escalier dehors. C'était super romantique. Elle m'a donné un poncho aussi. J'étais tellement captivé par ce qu'elle avait écrit, et plus je lisais, plus je trouvais qu'Alexina était une fille trop bien pour moi. Ça me rendait insécure. Je me suis mis à analyser ses textes et je lui en ai parlé et ça l'a offusqué. Je me disais que je devais moi aussi écrire de quoi. Donc j'essaie de venir moi aussi faire ma propre version du journal de bord de voyage. Nous avons fait un autre party pour le retour et j'imaginais un froid entre moi et elle. Je pense que quand elle est revenue, elle était revenue changer. Déjà qu'elle était plus bronzée. Mais j'avais vraiment peur de la perdre, parce que son attitude était différente envers moi. On se prenait par la main dans l'auto et on se donnait des longs câlins avant de se quitter. Pas longtemps après, Alexina m'a dit que ces câlins la rendaient inconfortable et qu'elle voulait que ce soit des câlins plus courts. En avait parlé aux anciens et elle se sentait coupable. Donc elle a mis des limites sur les marques d'affection physique. Le plus loin sexuellement qu'on s'est rendu, c'était quand nous sommes embrassés sur la banquette arrière de ma voiture en 2006. Martin conduisait et j'avais vu qu'il avait détourné le rétroviseur pour nous laisser en paix. On se collait, je frottais mes lèvres contre les siennes et c'est elle qui a fait le move. Il a ouvert la bouche et nos langues se sont touchées. Nous nous sommes embrassés une autre fois dans la maison chez elle et c'était magnifique. Nos paupières aussi se battaient les uns contre les autres comme des papillons. Nous sommes allés à Québec. Nous avions pris le traversier et avons vu le château Frontenac devant nous. J'étais à côté d'Alexina qui était robotique. Je me plaignais que je n'avais jamais vu trop exprimer d'émotions et je me demandais pourquoi. Elle m'avait dit qu'elle avait toujours été comme ça. Et je me demandais si ça avait un rapport avec le fait qu'elle soit élevée témoin de Jéhovah. Nous avons passé le reste de la soirée à l'écart à essayer de réparer les pots cassés parce que notre relation allait de plus en plus mal. On se chicanait. La tune qui jouait à la radio en sortant du traversier, c'était Gwen Stefani, Hold a Back Girl. Et cette tune m'énervait. L'étude du livre était chez les Pruneaux, animée par Claude Frenette. Et Claude avait écouté Tout le monde en parle et avait dit qu'il avait fait une jolie capsule pour parler des témoins à la télé, mais que c'était pas du bashing. À une étude, j'avais été assez drastique en disant que les gens du monde nous prennent pour des fous, mais qu'eux font pire et en nommant des exemples. Quand j'allais dans le service, je mettais ma valise sous mes jambes près du siège. C'était assez fanatique comme commentaire. J'avais aussi remarqué qu'à l'étude du livre, dans la petite salle, il parlait en mal des autres religions et ça faisait propos haineux.
Pas terrible pour une organisation qui se dit suivre la Bible et Jésus. J'avais fait une job pour le père à Raphaël et j'avais aidé à changer les fenêtres, un truc du genre. Euh, J'admirais quand même Claude Lebreu car il avait un diplôme d'études collégiales et était charismatique. Je me souviens qu'il disait l'Abitibi au lieu de l'Abitibi. Tu vois le genre? Pas longtemps après ça, j'ai entendu qu'il y avait eu un suicide bombing au Boston Marathon et des tueries dans des écoles. Je voulais comprendre comment quelqu'un pouvait en arriver là. Et le profil du tueur semblait semblable au mien. Un gars trop gentil qui pète un câble. Nous avons eu le changement de doctrine sur la génération de 1914. La prophétie que la génération de 1914 serait toujours vivante quand commencerait Armageddon. Cette prophétie était basée sur les 7 semaines d'années qui commençaient à la destruction de Jérusalem en 607 avant notre ère et en ne comptant pas l'an 0. C'était vraiment la preuve pour moi que la fin était proche. Et puis, c'était une des croyances fondamentales des témoins de Jéhovah. Et quand ils ont changé cette croyance, doctrine, je me suis rendu compte que ce n'était pas la vérité. Et plus tard, quand j'ai fait mes recherches sur Internet, j'ai vu que 607 était une date inventée. C'était même pas la vraie date de la destruction de Jérusalem. À cette même assemblée, ils ont aussi dit que le sexe oral n'était pas permis même dans le mariage, ni le sexe anal. Donc, on nous donnait des recommandations, pas juste des recommandations, mais on nous dictait comment on pouvait avoir une relation sexuelle, de quelle façon, même après le mariage. Pour moi, ça me faisait capoter puisque j'avais investi tout ça dans les témoins. Et j'avais suivi les critères élevés en espérant justement une récompense. Et Alexina, le mariage. Et pour moi, le sexe oral était primordial. Alors j'ai craché direct là à cette assemblée. Et tout ça s'est passé sans excuse et à froid. Il fallait que les fidèles acceptent sans respecter. Aussi, ils ont sorti un nouveau livre qui s'appelait Gardons présent à l'esprit le jour de Jéhovah. Et pour moi, ça sonnait comme si Armageddon était repoussé dans un avenir beaucoup plus lointain. Aussi, il y avait moins de périodiques. Parce que juste avant, on nous disait qu'on était vraiment, vraiment sur le bord de la fin. C'était resté que juste quelques années. Aussi, il y avait moins de périodiques et je me disais que si on était de plus en plus proche du temps de la fin, ça ne serait pas l'inverse qui arriverait. On aurait plus de périodiques et plus d'instructions. On avait moins de réunions aussi. Et dans l'annuaire, il y avait plus de ouins on nous disait qu'il y avait environ 8000 ouins qui restaient, qui étaient vivants et qui allaient rester. Et ils étaient tous vieux et puis Armageddon allait arriver avant que les ouins meurent. Et finalement, on ajoutait des ouins de 50 ans dans le collège central et puis il y avait un nombre plus élevé de ouins au lieu de plus bas. Donc, on se donnait plus de temps avant Armageddon. Les changements ont été tellement brutaux que je ne savais pas où mettre la tête. Et surtout, je n'avais personne à qui en parler. Ce n'était plus l'organisation que j'avais jointe quelques années auparavant. J'avais donné rendez-vous avec Quentin à l'index pour discuter justement de ça. Mais on s'est vu, mais la conversation fut brève et superficielle. J'en ai pas parlé finalement. Dans ce temps-là, Étienne fréquentait Marjorie, ils ont été réprimandés. Donc, perte de privilège. Ça fait des drôle puisque c'était elle qui m'avait aidé à devenir témoin de Jéhovah au début. C'était elle l'exemple, puis maintenant, elle était réprimandée. On n'avait pas le droit d'y parler. C'était moi le responsable de faire la tour de garde tous les samedis avec Alexina. Je faisais la tour de garde chez elle avec elle. C'était moi qu'il fallait qu'il dirige. On allait dans sa chambre sur son lit. Et des fois, elle parlait en bébé et c'était cute. Mais ça me rendait mal à l'aise de diriger la tour de garde. J'avais aimé une illustration qui disait de quoi comme que pendant que l'homme ou la femme traversait le désert ou les épreuves de la vie et qu'il se virait et voyait juste une trace de pas, il pensait que
Dieu l'avait abandonné alors que c'était lui qui nous portait dans nos difficultés. Voulant dire que Dieu est toujours là, qu'on s'en rende compte ou pas. J'avais aimé cette illustration. Quand nous allions chez Nathalie, elle exprimait ses doutes par rapport aux témoins et des choses qu'elle avait vues dans les congrégations autour. Les conversations étaient privées avec mes parents, mais j'entendais des fois. J'imaginais qu'après notre mariage, moi et Alexina, nous habiterions en haut de chez Claudette dans le logement. C'était pour ça que j'avais emménagé là. J'avais un dépliant sur le mariage dans le coffre à gants. Je lui magasinais un collier turquoise juste avant qu'on se sépare. Je n'avais pas encore acheté le collier. Alexina m'avait donné en cadeau un contenant d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, comme une espèce de cadeau de mariage pour le welcoming pour la maison. Moi, j'avais donné un album de Gotham Project à Alexina en cadeau, mais c'est sa mère qui disait qu'elle aimait ce genre de musique. Et René avait au moins un album de Enigma. Les dimanches soirs, chez les pruneaux, je stressais tout le temps avant d'appeler mon boss, Claude Poulain, pour avoir les instructions pour la semaine qui vient. Steve Nadeau était souvent là aussi. C'était mal fun. Mais René disait que tout ce qu'on faisait, c'était d'écouter des films et c'était pas comme ça qu'on se fait des amis. Si on communique pas vraiment plus que ça. René aussi, avant qu'on sorte, il nous disait « Soyez singes plutôt que soyez sages ». Il disait aussi « Si vous faites le mal, faites le bien ». René parlait souvent en énigmes, mais je ne savais pas trop ce qu'il voulait dire. J'avais vu que René écrivait de la poésie et Alexina aussi. Elle m'avait montré un poème sur des bateaux que je n'avais pas vraiment catché. René la traitait de poète. Oui, j'avais été dans le shed avec René aussi. Je l'avais aidé à faire quelques trucs ou transporter des affaires. C'était quand même awkward comme interaction. J'avais été voir Stains, Three Doors Down, Breaking Benjamin, qui était à l'Agora de Québec. Je m'étais acheté un t-shirt de Breaking Benjamin. C'était cool. J'avais besoin de revenir vite car je travaillais ou de quoi de genre. À la construction de salle à Nicolet, j'avais un baker et je tapais et j'allais fucking vite avec mes outils. Ça faisait quasiment un spectacle pour les observateurs. Il y avait une fille qui s'appelait Audrey Léveillé, qui était charmante et aussi elle avait une sœur aussi belle. Plus tard, j'ai su qu'elle aussi me regardait. J'avais envie de sortir avec eux, faire une activité avec les jeunes, ça marchait pas trop. Quentin disait qu'il aimait rester pris. Il faisait du off-road. On allait dans des trails et dans une piste de ski avec le truck et dans les sous-bois et on restait pris dans les branches. C'est ce qu'il aimait. Il aimait ça, être dans le trouble. Mon père avait raison. Alexina me donnait de l'amour au compte-gouttes. Mon père m'aurait plus vu avec Mia, mais je n'étais juste pas attiré à elle. Une fois, on était allé aider une sœur qui chantait particulièrement mal. C'est pas fin de dire ça, mais tout le monde était au courant qu'elle chantait mal. D'où vient l'expression arrête de chanter, tu chantes mal. La sœur nous avait dit qu'on était des anges et nous remerciait sans arrêt et c'en était incommodant. Parce qu'on faisait juste ce qui était attendu de nous. À une construction de salle, il y avait une fille qui m'avait demandé si j'aurais été dans le monde, qu'est-ce que j'aurais eu des tatous. Parce qu'elle disait qu'elle en aurait eu beaucoup. On faisait des jobs manuels. À une autre construction, une femme mariée, beaucoup plus vieille que moi, est venue me flirter avec moi. Je ne voulais pas avoir l'attention. J'avais essayé de faire une sortie entre jeunes, mais ça n'avait pas vraiment marché. Un gars cool sur le chantier d'environ mon âge m'avait dit « Tu travailles trop fort ». Il voyait que je tapais et prenait ça au sérieux, alors que les autres jeunes parlaient entre eux et perdaient leur temps. J'aurais voulu qu'on s'assoie autour d'un feu à la fin de la soirée, qu'on jase, mais tout le monde ne sont partis. J'avais écrit sur mon casque « hors d'usage ». Une fois, j'ai travaillé avec un extracteur de joint qui était témoin, qui était plus lent que moi aussi. Je sortais avec son fils qui était plus jeune. Il se tenait avec Étienne. Et sa grande sœur était quand même cute. Mais elle s'est mariée. C'était justement le mariage à Québec où moi que j'allais avec Alexina. Ouais, le casque avec hors d'usage. Parce que j'avais juste plus la motivation de travailler là.
On avait aidé à déménager Martin aussi. Il habitait en haut et avait vu une vue sur une église qui disait que ce serait le premier truc à tomber à Armageddon. Martin tripait sur Excel et aimait ça, être full organisé avec son portable pour compter les chiffres. Il avait aussi le jeu Tycoon, un jeu semblable à SimCity 2000 qu'on jouait à l'époque où il était ami avec Jonathan Fortin. Nous parlions de vérité, l'ambiance était bizarre. Claude Poulain, mon boss, a aussi perdu du poids parce qu'il courait jusqu'au gym à Beauceville en passant par la côte des Rapides. Et il disait qu'il n'était même pas essoufflé, c'était comme s'il marchait. Dans la construction, les stéréotypes des gars de gym qui sont gays. Et le stéréotype des BS, c'est qu'ils se pognent le beigne et vivent sur nos taxes. Si la job était finie, Quand la job était finie, je ramassais mon stock, j'amenais des fois ma machine à sabler. Claude nous donnait des blocs de sablé spécialement pour les coins. Donc, je finissais une job presque à chaque semaine. Il fallait que je ramasse tous mes outils pour les remettre dans mon char. Mais des fois, je laissais mes outils dans l'appartement si je revenais. Je les cachais. Grand-maman disait que, comme les outils qui sont lourds, là, comme le Baker puis des trucs de même. Grand-maman disait que ce que j'avais avec Alexina, c'était précieux. Elle avait dit aussi que j'étais beau et qu'elle se demandait comment les filles ne fondaient pas quand je leur parlais. Un jour, une fille qui s'appelait Misaki est venue nous visiter du Japon. Elle était curieuse sur les témoins et super gentille. C'est Patrick et Tania qui étaient amis avec elle dans ce temps-là. C'était une espèce d'échange étudiant. Quand j'ai eu 21 ans, nous avons fait un party à Saint-Côme. J'avais apporté ma guitare acoustique. J'ai encore la photo de ça. Il y avait une étude qui était là et il avait composé une chanson sur Jéhovah. Ça faisait drôle d'entendre ça puisque d'entendre une chanson sur Jéhovah qui n'était pas écrite par l'organisation. Ma mère avait reçu le livre Les manipulateurs sont parmi nous qui circulait dans la congrégation. J'avais reconnu plusieurs critères dans les parents d'Alexina. Elle avait aussi commandé le livre Ces gestes qui vous trahissent, que j'ai aussi lu. Alain m'avait montré une vidéo YouTube de Fidèle Lachance qui chantait Fidélité. C'est un gars de Beauceville qui était populaire à cause de ses vues sur YouTube. Il y avait aussi une vidéo qui montrait comment conserver ses patates et c'était drôle, il avait un gros accent beauceron. Dans le genre, ce que j'écoutais c'était 3 Days Grace, Disturbed, Breaking Benjamin, Caesar. Même si Alexina n'aimait pas ça, j'écoutais du trance quand j'étais avec elle. Je préférais les chansons qui étaient dans mes teintes de voix puisque j'aimais chanter en même temps que la tune. Donc je gueulais dans le char pendant que je faisais la route. Chose que je n'arrivais pas à faire avec du Billy Talent à cause que c'était pas dans mes registres. Un jour, j'avais travaillé de nuit aux Galeries de la Capitale à Québec. Il y avait une rénovation ou une rallonge et je devais faire 3 couches en une nuit, ce qui était complètement irréaliste. Le foreman était un Anglais. Il disait aimer écouter des films la nuit. Il était costaud et le genre qui ne sait pas travailler. À la radio, je me cherchais des émissions qui passaient de la musique électronique. Je pense qu'il y en avait une qui ça s'appelait Le Terminal, ou c'était en direct du Terminal. Mais c'était juste moyen. De la façon que ça s'est terminé avec Alexina, c'est que je l'avais invitée chez moi, mais elle ne voulait pas rester parce qu'on n'avait pas de chaperon. J'avais, de mon appartement, je l'avais appelé. Puis j'avais essayé, mais Michael Utalia, il s'était marié. Il refusait de venir. Et il n'y avait personne d'autre. Un soir, il m'a dit par téléphone qu'il ne voulait pas aller au cinéma avec moi et qu'elle ne voulait pas non plus qu'on sorte ensemble non plus. Et plus jamais, sans explication. Je lui disais que c'était bien poche qu'elle m'annonce ça par téléphone. Au début, je ne la croyais pas. Je me disais que c'était temporaire et qu'elle me reviendrait et qu'elle faisait juste niaiser. Mais qu'il serait trop tard alors que j'aurais passé à autre chose. Elle m'aurait déjà eu blessé. Comme ce fut le cas avec Martin et Marjorie. Quand Marjorie était revenue vers Martin, Martin l'avait refusé. Mais ce fut rien de ça. Quand j'allais chez elle, René m'interceptait. Elle ne veut pas te voir. Je n'arrivais pas à pouvoir lui parler. Pourtant, il me l'avait dit qu'elle m'aimait toujours, mais je blâmais ses parents ou ses témoins qui étaient derrière, qui lui avaient dit de couper contact. Raphaël s'est marié. On a été au mariage. Je n'ai jamais su si les témoins s'en étaient mêlés ou qu'est-ce qui s'était passé ou pourquoi. J'imagine que c'est les témoins. Je pense, je soupçonne.
Raphaël s'est marié. On a été au mariage à Québec. Alexina était là. Et malaise, je me suis assis dans la petite salle. Je les voyais défiler. C'était mon rêve de me marier dans une salle du genre, dans une salle du royaume. Et je voulais vivre ma sexualité, mais maintenant, la fille que j'aimais m'avait quitté. Et j'avais du mal à le croire. C'était très awkward et il fallait quand même avoir une espèce de distance entre nous. Et nous sommes allés au parc des Stitchets à Québec, près des ponts. Quand Anton s'est marié, il ne m'a pas invité